à toutes et à tous. Je suis Gaëlle Lindito, je suis auteur engagé contre tout ce qui concerne la sensibilisation sur les violences conjugales, l'éducation des enfants en société et en famille et la stigmatisation sur le handicap. Et si je prends la parole ce jour important pour la célébration du 8 mars, qui a pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. Ce thème nous rappelle l'importance de garantir que chaque femme et chaque fille, sans exception, puisse jouir pleinement de ses droits, accéder à l'égalité et s'épanouir en toute autonomie. Et en Afrique, le plus souvent, cette journée revêt une signification particulière. Trop souvent, elle est perçue comme une simple occasion de festivité, marquée par la confection de pagnes et des sorties en boîte de nuit et dans les bars, bien que la célébration de notre culture et de notre féminité soit essentielle. Il est crucial de ne pas perdre de vue l'existence même de cette journée, la reconnaissance de nos droits et la lutte pour leur respect. Nous devons saisir cette opportunité pour sensibiliser, éduquer, mobiliser nos communautés sur les défis auxquels les femmes et les filles sont confrontées. Et il est essentiel de promouvoir des initiatives qui encouragent l'éducation des jeunes filles, l'autonomisation économique des femmes et l'éradication des violences basées sur le genre en fait. En ce jour, nous devons nous engager à transformer nos sociétés pour qu'elles deviennent plus justes et équitables. Encourageons nos sœurs, nos filles et nos amis à participer activement au développement de notre communauté. Non seulement en célébrant notre identité, mais surtout en œuvrant pour un avenir où chaque femme et chaque fille pourra s'épanouir pleinement. Ensemble, faisons de ce 8 mars une véritable plateforme de changement et d'action pour toutes les femmes et les filles de par le monde. Et je profite aussi de ce jour pour parler de moi en tant que femme. Une femme qui s'est battue et malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées et a pu surmonter de tout en fait. Voilà. Donc du coup, je vais vous raconter mon histoire et je pense que cette histoire touchera beaucoup de personnes qui pourront s'identifier et pourront peut-être prendre conscience ou pourront peut-être aussi s'éduquer et tirer des leçons et pourquoi pas aussi pouvoir interagir en se disant voilà, si elle a pu, pourquoi pas moi aussi, je peux en fait. Voilà, je suis une de ces jeunes filles qui décident, après l'obtention de mon baccalauréat à 19 ans, mon père avait les ambitions pour moi de me faire partir en Europe parce que je vivais en Afrique. Et voilà qu'après quelques temps, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui a changé tout. En fait, quoi. Vous savez, lorsqu'on est une jeune fille et qu'on se dit qu'on a trouvé l'amour, ce qu'on n'a pas de maturité, on n'a rien du tout. C'est ainsi que les projets de mon père pour moi sont tombés dans l'eau. Le pauvre papa, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Après la pression qu'il avait de part de ses frères et la pression que je mettais que non, je suis décidée à partir en mariage à 20 ans. Du coup, il m'a dit que mais non, ma fille, tu ne peux pas, tu es l'aînée d'une fratrie de 6 enfants, tu dois être l'exemple pour tes frères et tes sœurs. Et si déjà, si tu commences à bafouer les principes qui doivent être pour une fille aînée qui doit montrer l'exemple pour ses frères et sœurs, je ne sais pas où les autres iront en fait, quoi. Malgré tout cela, le pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait faire? J'ai insisté et puis c'est comme ça que je me suis mise en relation à 20 ans. Et la seule condition que mon père a donnée, je peux dire Dieu merci, si ma fille, tu décides d'aller en mariage, il faudrait que tu continues tes études. C'était la condition pour laquelle mon père avait accepté en fait. C'est ainsi que tout se passe, le mariage traditionnel. Je me retrouve en mariage en 20 ans et tout allait tout bien ensemble. Et 4 ans après, malheureusement, je paye mon père. Il avait 50 ans et à cette époque, moi j'avais 24 ans. Je me retrouve à 24 ans responsable de ma famille, de mon foyer aussi, avec 5 petits frères dont j'étais l'aînée à 24 ans qui devait être scolarisée. Ma pauvre maman qui n'avait pas de toit parce qu'à l'époque,
nous étions en location parce que mon père est décédé très jeune. Il avait les ambitions pour lui de construire plus tard. J'avais ce poids que je devais surmonter, mais comment faire? Une chance pour moi, lorsque mon père décède, j'étais en stage, lorsque j'ai eu mon DUT, c'est comme ça qu'on me retient dans cette entreprise comme responsable informatique à mon jeune âge. Et il fallait que je me batte pour pouvoir aider ma pauvre maman qui était dans une maison qui coûtait à l'époque un peu très cher. Et après quelques temps, je me retrouve ne plus être capable de payer parce que ma mère était infirmière à l'époque. C'était très compliqué aussi dans son entreprise qui avait des soucis. La rémunération n'était pas toujours ça chaque fin du mois. C'est ainsi que je décide, non, je ne peux pas, il faudrait qu'on trouve une autre maison. On quitte d'une maison, je peux dire un peu luxueuse, à un T2. Ma mère, ma grand-mère et mes frères et sœurs dans un T2. On n'avait pas de choix, l'école n'était plus moderne et tout. C'est ainsi que j'ai de ce poids. Je dois me battre pour travailler, je dois me battre pour ma famille. Je dois noter aussi que la relation de responsabilité en famille n'est pas comme celle de l'Europe. En famille, en Europe, ça se limite au père, la mère, les enfants, peut-être aussi les grands-parents, mais en Europe, en Afrique, c'est plus élargi. Nous avons le père, la mère, les enfants, les cousins, les tantes et tout. J'avais ce poids-là sur moi, c'était un peu très compliqué. C'est ainsi que ma mère se déplace, elle va dans un quartier, je veux dire un quartier pas très bien. Et c'est ainsi qu'on vit. Et quand mon père décède, non seulement j'avais ce poids de responsabilité, c'est ainsi que je subis des violences. Des violences verbales, des violences physiques. J'ai noté qu'à cette époque, je me disais que la violence, c'était juste lorsqu'on tape sur toi, lorsqu'on te gifle, c'était juste limité à la violence physique. Pourtant, je subissais la violence déjà dès le départ, la violence verbale lorsqu'on t'insulte, la violence économique, la violence sociale. C'est tout ça qui forme dans ce cercle vicieux que j'étais. À un moment donné, j'ai dit stop en fait quoi. J'ai eu le déclic lorsque j'ai accouché mon troisième enfant. Et je suis rentrée le lendemain, mon conjoint, mon ex-conjoint a battu sur moi. C'est ce jour où j'ai dit je ne finirai pas ma vie avec lui. Et toutes ces souffrances, j'avais gardé toujours pour moi. Ma mère n'était pas au courant parce qu'elle avait toujours le poids de perdre son mari très jeune. Et pourquoi je vais encore venir remonter encore tout ce que nous on subissait, tout ce qu'on vivait, le coût de vie qui n'était pas déjà très bien. Et mon ex-conjoint, en ce moment-là, il n'était pas compatissant. Il n'y avait pas de communication entre nous. Ses projets étaient ses projets. Et il ne comprenait pas que non, je suis l'aîné d'une famille et j'ai certaines responsabilités. Il ne m'accompagnait pas en ça. Donc, j'avais tout ce poids-là en moi. Et je devais me battre pour travailler, pour avoir des sous. C'est ainsi, dans cette bataille, j'ai eu l'idée d'ouvrir ma structure, Women's of Plus, qui était une entreprise qui permettait d'encourager les femmes dans le domaine informatique. Je travaillais. J'avais cette petite entreprise à côté où je pouvais partir faire des prestations chez des clients et en même temps, je fréquentais. C'est ainsi, dans ce mélange, j'ai eu mon master, Dieu merci. Et je me suis décidé à partir et à quitter cette relation qui était une relation pas bien pour moi parce que j'étais insultée, j'étais battue devant mes enfants pour préserver que ces enfants ne subissent ou ne reproduisent ce phénomène plus tard. J'ai décidé de partir. C'était ainsi lorsque je suis partie. J'avais informé mon ex-conjoint que je partais. Mais pour lui, c'était que mais cette femme-ci, qu'elle se raconte, avec trois enfants, quel homme pourrait l'accepter en fait? Avec trois enfants, tu vas partir. Qui peut t'accepter? Pour lui, c'était impossible en fait quoi. Pour moi, j'ai initié une procédure pour le Canada, mais j'ai été butée parce qu'on m'a dit sans l'autorisation du père, parce que les enfants sont mineurs, je ne pourrais pas partir. Mais Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un de bien qui a changé le cours de ma vie. C'est ainsi que j'ai mis mes plans en marche et je suis partie. Lorsque je suis partie, lui n'en revenait pas en fait. C'est ainsi qu'il a dit, comme tu es partie, madame, tu n'auras pas assez à tes enfants. C'était c'était très compliqué mon départ. C'est les bâtons sur les roues, aller dans où je travaillais à l'époque, rencontrer la secrétaire. Cette femme, c'est une voleuse, où elle travaillait avant.
Elles détournaient dans les comptes des clients parce que je notais que c'était ma deuxième entreprise qui était toujours dans un établissement financier. C'est une voleuse, elle trafique dans les comptes des clients. Du coup, en la prenant, il faut informer la hiérarchie, il faut la licencier et tout. C'était très compliqué pour moi, mais jusqu'à là, j'ai tenu bon en fait. Et la chance que j'ai rencontré quelqu'un de bien qui m'encourageait, qui était avec moi. Et j'ai essayé de mettre en place, aller voir des assistants sociaux et pour me plaindre en fait. Parce que là, on n'était pas légalement mariés. Du coup, avec la corruption qui est en Afrique, je n'ai jamais eu gain de cause. J'avais le droit de visite de mes enfants. Même jusqu'à là, ça n'a jamais été respecté. Parce que lui, il avait dit, il a mis les moyens en jeu pour me bloquer à tous les niveaux. J'étais cette maman-là qui devait aller dans des écoles, aller en cachette voir ses enfants, même jusqu'à l'école. C'était compliqué parce qu'il avait dit, si cette femme-là arrive pour voir tel enfant, elle n'a aucun droit de les voir en fait. C'est moi, doit la mettre loin des enfants. C'était très compliqué pour moi. Cet épisode est passé. Dieu merci. Mon nouveau mari m'a fait venir en Europe parce que lui vivait en Europe. Mais une fois arrivé en Europe aussi, je suis venue en Europe avec ma belle-fille qui m'a créé des misères, des misères, des misères. Parce qu'elle allait dénoncer comme quoi je la menace. Son père bassuait parce qu'elle voulait sa liberté. C'était encore un engrenage très compliqué pour moi. Avec ce que j'ai vécu en Afrique, c'était très compliqué. Je vous épargne des détails de mon histoire. Tout est dans mon livre où j'explique un peu comment nous avons vécu, comment ça a été très difficile pour moi. Et je vais avouer, par ma jeunesse, je traversais des moments très compliqués, avoir des décès, mais ma grand-mère est décédée dans cette nouvelle maison qu'on avait pris, qui était une maison pas très commode. Ma grand-mère faisait ses selles dans un seau. Un jour, elle a fait les selles et puis elle a cassé sa hanche. C'était très compliqué, comment je dois me déplacer pour aller acheter le cercueil, pour monter, descendre. C'était très compliqué. Donc, du coup, j'invite ici toutes ces femmes-là qui sont dans des foyers, qui subissent des violences, pas seulement physiques, parce que lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous fait perdre l'estime en vous, lorsqu'on vous dénigre devant des gens, c'est notre type de violence en fait qui vous permet de vous alerter en fait. Et dans ce cas, il faut essayer de parler. Moi, j'ai eu cette chance que j'ai puisé mon courage parce qu'à chaque fois que je traversais des moments compliqués, j'écrivais. J'écrivais pour essayer d'évacuer en fait. C'est ça qui m'a rendu aujourd'hui être cette femme-là qui non seulement a subi des violences, a subi un certain nombre de choses, de pouvoir aujourd'hui euh, être engagée pour aider certaines femmes qui ont des difficultés à rester silencieuses, de pouvoir parler en fait. Donc c'est important pour nous, pour ces personnes-là qui sont dans des foyers, ou ces jeunes filles-là qui croient peut-être qu'en rencontrant peut-être un homme ou un monsieur, qu'elle ne doit laisser ses études. Non, il ne faut pas surtout. Tout ce que nous faisons quand nous sommes jeunes, c'est dans l'adolescence. Nous croyons peut-être que nous connaissons tout. Moi, j'ai cette chance de m'en sortir et de croire en moi, de pouvoir être celle-là qui doit, malgré le fait que j'ai été têtue au départ, je n'ai jamais abandonné mes études en fait. Nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nous devons les encourager à étudier, à être demain indépendantes, à être autonomes et aussi à pouvoir poursuivre leurs rêves. Ne perdez jamais la confiance en vous en fait. Personne ne pourra vous dénigrer. Et la malchance, c'est que ces bonnes femmes tombent toujours sur des personnes qui essayent toujours de les diminuer, de bafouer ce qu'elles ont en eux, en fait. Voilà. Donc, pour revenir au thème de ce jour, j'invite ici nos jeunes sœurs, mes mères, mes filles, je peux dire, de ne jamais abandonner, de croire en vous en fait. Vous avez quelque chose en vous. Tout ce que nous pouvons faire ici comme femmes,
ou que l'homme peut faire, nous les femmes, nous pouvons le faire en fait. Moi, j'ai pris un domaine à l'époque, parce que ça fait depuis 2002 que je travaille. Ça fait longtemps que je travaille et j'ai pris un domaine qui était beaucoup plus prisé par les hommes. Du coup, pour m'affirmer, il fallait que je prouve ce que je peux faire. Et ça créait un peu une certaine curiosité lorsqu'on voit une femme qui doit être en train de faire des câblages, des prises de réseau, à sortir des câbles, à faire des paramétrages, à installer des serveurs et tout. C'est quand je prouvais qu'on disait que bon voilà, celle-là, elle tient, elle peut bien en fait. Donc du coup, c'est ce que nous allons inculquer à nos enfants. Nos filles, ne laissez jamais les études, non, non. Une femme, c'est celle-là qui a quelque chose dans la tête. C'est celle-là qui sait ce qu'elle veut en fait. Donc, je vous prie ici, en ce jour, mes sœurs, surtout celles de l'Afrique, ce n'est pas un jour pour se lever les cabas, comme on dit, c'est un jour de réflexion. C'est un jour où vous devez vous poser, vous demander, mais quel est mon but, qu'est-ce que j'apporte dans ma maison, qu'est-ce que j'apporte dans la société, qu'est-ce que j'apporte pour mes enfants. J'ai failli où? Ce n'est pas un jour que vous allez laisser l'homme préparer, l'homme faire ceci, comme on fait en Afrique, et aller sortir avec des copains, des copines et faire de la débauche en fait. On doit être organisé, on doit s'entourer des personnes positives, organiser des débats, discuter, voilà pour demain, en fait. Donc, ici, je vous remercie du coup. Et j'ai écrit mon premier roman, Au-delà des chemins tracés, qui relate un peu mon histoire. C'est un roman digne de sens, qui sensibilise, qui éduque. Et pour des personnes passionnées pour la culture africaine, à chaque fois, je fais la divergence entre la culture africaine et la culture européenne sur plusieurs thèmes, sur plusieurs thématiques. Et pour ces personnes-là qui viennent, qui s'intègrent nouvellement en Europe, vous pouvez trouver comment est-ce que j'ai pu faire pour m'en sortir. Malgré le fait que mon mari était déjà européen, mais lorsque tu quittes une ville à une autre, un pays à un autre pays, c'est une forme d'intégration en fait. Donc je vous invite à vous acquérir mon livre Au-delà des chemins tracés à la FNAC à Cultura ou à moi-même avec une dédicace. Et à la suite de ce livre, j'ai sorti 3 essais sur l'équilibre social et familial, dont le premier tome est la vie de couple, la prévention des violences conjugales. Là, du coup, à l'intérieur, on pourra savoir comment est-ce qu'il faut bien vivre en couple, comment éviter les tensions dans un couple, et du coup, tout ce qui concerne la violence conjugale, les types de violences conjugales avec des détails. Comme ça, chaque lecteur ou chaque lectrice qui sont en couple doivent se retrouver dans leur relation en fait. Ce sont des signaux d'alarme et j'invite vous les parents, vous les adolescents à vous procurer ce livre et ensuite le deuxième tome, c'est le handicap ma force cachée et du coup je ne peux pas parler d'équilibre social sans parler du handicap et je vais vous faire une petite histoire. J'ai une tante qui avait 6 enfants, paix à son âme, qui a eu 4 enfants handicapés parmi les 6 enfants. Imaginez en Afrique, lorsque tu as ce cas de figure, tu es la risée de tout le monde, on te regarde d'un autre, tu te regardes d'une autre façon en fait quoi. On va se dire que mais celui-là, pour avoir de l'argent, il a sacrifié ses enfants en fait. Donc du coup, dans ce livre, il y a des témoignages, il y a des différents types de handicap qui permettent aussi de vous éduquer dessus. Et pour ceux qui sont handicapés, ses parents ou bien ceux qui ont des enfants handicapés pourront dans ce livre trouver la force de comprendre que le handicap n'est pas seulement réservé pour une seule personne, pour une catégorie de personnes. Parce que là, du coup, je dénonce aussi le fait que nous sommes tous des handicapés. Parce que moi, du jour au lendemain, je peux me retrouver demain avec un bras cassé ou un pied cassé. Donc, on ne va pas regarder ces personnes-là de notre œil. Et ensuite, le troisième tome, qui est l'accompagnement des enfants, c'est un livre digne de sens. Nous avons beaucoup de problèmes sur l'éducation de nos enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit en société, l'intimidation scolaire, comment reconnaître les émotions pour les enfants et aussi comment gérer le planning en famille et l'importance des activités pour nos enfants. Et ce qui est aussi bien, c'est que j'ai pu ressortir les différentes applications classées par catégorie que les parents peuvent utiliser pour leurs enfants. Et aussi, il y a plein de choses et astuces que vous découvrirez dans ce livre. Et en dehors de cette casquette
tout ce qui touche la famille me touche énormément parce que j'ai été une de ces femmes-là qui a été privée de ses enfants. C'est une situation que j'endure jusqu'à présent, dont je suis engagée pleinement avec mon association Alliés pour la justice familiale qui permet l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, la sensibilisation sur les violences conjugales et l'accompagnement aussi des enfants pour des parents ou des enfants qui ne parviennent pas à canaliser leur gosse en fait quoi. Là du coup je vous remercie beaucoup et nous continuerons dans des sensibilisations comme je le fais déjà sur mon compte TikTok et on pourrait échanger de temps en temps sur des thématiques qui nous concernent tous. Merci à vous et à bientôt.